Je me suis fait attaquer quand même par Booba, c'est le point de départ, hein. Le point de départ c'est ça. Hein. Je peux, comment dire, ne pas être d'accord avec un de mes invités ou même mon travail, ça c'est un truc qui est pas nouveau. C'était vraiment focus sur moi, enfin ce qui m'a touché en tout cas et ce qui était le plus véhément, c'est vraiment sur moi et mes intentions cachées derrière mon travail. Et ça m'a affecté, en vrai. Je te mentirais si je te disais que ça m'a pas affecté, ouais, clairement. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va bien, hein. Franchement ça va bien, ouais, même globalement en ce moment ça va bien. Globalement ? Ouais. La vie est belle. Ouais, je peux pas me plaindre en tout cas. Ouais, la vie est belle, ça va. Est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, je m'appelle Mehdi Maizi, je suis journaliste, commentateur, animateur dans le milieu du rap essentiellement, majoritairement. C'est ce que je fais professionnellement, sinon je suis un papa d'une petite fille de 3 ans. Voilà, c'est ça ma vie surtout. Le rap et ma fille. Dans les grandes lignes. Essentiellement. T'as beaucoup de casquettes dans le rap, t'as du mal à te limiter à un poste en particulier. Ouais. Je viens d'une époque sans faire le vieux, mais tu vois, où moi quand j'ai pas fait d'études de journalisme, j'avais un peu l'impression que pour être journaliste, il fallait avoir un diplôme de journaliste. Ce qui est plus vraiment vrai aujourd'hui, puisque plein de gens qui parlent aussi bien de cinéma que de musique que de sport n'ont pas forcément les diplômes. Mais du coup, comme moi j'ai un peu grandi avec ce truc-là, je me suis jamais vu comme un journaliste. Je me suis d'abord vu comme un mec qui était passionné de rap, qui a commencé à écrire sur un site internet et puis ensuite faire des vidéos, etc. Mais plus comme un passionné qui en parle et qui continue d'en parler aujourd'hui. Mais c'est juste en ça que je me définis pas comme journaliste. Tu vois, et c'est aussi ce qui me permet d'avoir aussi bien animé des trucs comme Rap-Jeu, qui étaient des choses beaucoup plus... pour le coup, il n'y a pas de journalisme, hein, c'était de l'animation, que des choses un peu plus sérieuses et moins légères peut-être. Donc voilà, mais c'est pas une volonté d'être multiple, c'est juste d'être un peu un problème, enfin pas un problème, mais j'ai un peu de mal avec le terme journaliste, historiquement on va dire. Est-ce que tu l'as vu venir cet axe professionnel ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu ou qui t'est un peu tombé dessus ? Ah ouais, non, je l'ai voulu, mais je pensais pas que c'était possible. En fait, moi j'ai toujours rêvé d'être journaliste, tu vois. Mon père était journaliste, donc il doit y avoir un truc, même si j'ai pas grandi avec lui, tu vois, il doit y avoir un truc, je sais pas, c'est toujours dur à dire, tu sais, la part d'inné et d'acquis. En fait, je me suis pas du tout dirigé vers ça parce que ça me semblait impossible, tu vois. Ma mère, elle était très stressée avec le taf, même si elle m'encourageait à faire ce que je voulais, elle me disait en même temps, mais il y a pas de débouché, donc il vaut mieux que tu fasses ça, que tu passes un bac S, à l'époque c'est bac S, et que tu fasses une école de commerce. Enfin, tu vois, il y avait un peu, donc moi j'ai vachement suivi ça. Parce que j'étais aussi un peu angoissé comme ma mère et que je voulais aussi la rassurer. Donc pour moi c'était mort. Et en plus c'était vraiment l'époque, tu sais, moi en gros je suis étudiant dans les années 2000. Donc c'est vraiment l'époque de la crise de l'industrie du disque. Donc déjà on n'arrête pas de dire à cette époque-là que les rappeurs ont pas d'argent. Tu sais, c'était un peu ce qui se disait quoi. Globalement c'était vraiment dur. Alors les journalistes, tu vois, genre si les rappeurs ont du mal à en vivre, les journalistes vont pas, tu vois. Donc je l'imaginais pas vraiment. Mais ce qui m'a pas empêché de faire ce truc-là de manière bénévole, en gros de 2008 à 2014, tu vois, donc pendant 6 ans. Et à côté de ça, moi j'ai fait mes études, j'ai fait mon taf et tout. Et après, par contre, ça m'est un peu tombé dessus quand Dailymotion a décidé de créer un studio à Paris et sont venus nous voir parce qu'ils aimaient bien la BCDR. Et là, moi, j'ai décidé de quitter mon taf et de tenter le coup, tu vois, et de me mettre à temps plein là-dedans. Mais c'était un rêve, on peut dire ça, ouais, mais qui était pas du tout un truc que j'imaginais, tu vois, genre tu peux être un sportif ou une sportive et tu bosses pour ça, tu vois, genre tu te dis vas-y un jour je vais arriver à ça. Moi je me suis pas dit ça, juste ça me semblait vraiment impossible, donc j'ai pris une autre voie et à un moment la vie a fait que j'ai pu raccrocher les wagons, tu vois, mais voilà, j'en rêvais plus que je le voulais en fait, tu vois. Et justement, cette bascule entre rêve et réalité, ouais. Comment est-ce que tu l'as vécu ? Franchement, c'est bizarre parce qu'en fait, au début, déjà au début, tu sais pas combien de temps ça va durer. Tu sais, moi, quand je deviens journaliste entre guillemets à temps plein, à la base, je suis un mec de, je sais pas quel âge j'ai à ce moment-là, 27, 28, je crois. Et je suis un mec qui a quand même fait des... Tu vois, j'avais une situation qui était pas incroyable mais qui était correcte, tu vois, j'habitais à Paris, j'avais un certain job, un certain CDI et tout. Et à ce moment-là, je me dis, est-ce que c'est pas un peu un caprice, tu vois, genre pendant 1 an, parce que je touchais le chômage, j'ai plus touché le chômage, donc je me dis, bon, pendant 1 an, je vais faire ce que j'aime. Il y a quand même une prise de risque. Prise de risque modérée, puisque je touchais le chômage, tu vois, je suis pas parti aller fabriquer ou vendre des glaces à Bali, tu vois, j'ai pas fait ça non plus. J'étais quand même dans un truc où je pouvais négocier une rupture conventionnelle avec mon taf, toucher le chômage, je me dis, bon, vas-y, pendant 1 an, je fais ça, si ça marche, c'est cool. Enfin, et marcher, ça voulait juste dire pouvoir continuer pour moi, j'avais pas vraiment d'objectif précis ou chiffré.
Et si ça marche pas, eh ben je retourne à mon job. En vrai, c'est pas, je suis jeune, je peux encore le faire et tout. Et donc en fait, au début, tu dis pas que ton rêve devient réalité. Tu dis juste, je vais kiffer pendant 1 an. Parce que dans mon taf, là, je kiffe pas, tu vois, je m'épanouis pas, etc. Et j'ai que 27 ans. Et si déjà je m'emmerde au taf et que j'ai encore je ne sais combien de décennies à faire, tu vois. Donc je me disais, ça va plus être une bouffée d'oxygène à la base qu'être une réorientation professionnelle, tu vois. C'est pas comme ça que je le voyais au début. Et puis en fait, 1 année, 2 années, un projet, un deuxième projet. En fait, c'est assez tard que je me suis dit, c'est mon job, tu vois. Genre, je pense que moi, j'ai fait ce move-là en 2014. Et je pense que c'est vers, je sais pas moi, 2019, 2020, que je me suis dit, bon, ça y est, je crois que là, c'est ma vie, tu vois. Et je bosse dans la musique maintenant. Je me suis pas dit un jour, ouais, mon rêve est devenu réalité. En fait, au moment où tu te le dis, eh bien, c'est le moment où en fait, ça devient justement un job. Et donc, c'est moins un rêve. Il y a même des gens qui disent, il faut pas que ton métier soit ta passion. Moi, je dis pas ça. C'est pas vrai. C'est une chance de pouvoir allier les deux. Mais quand même, tu vois, il y a un truc qui est pas exactement là, qui change. Quand ta passion plutôt devient ton métier. C'est qu'en fait, c'est un job, quoi, tu vois. Il y a des jours, même si t'es passionné de rap, t'as pas envie de parler de rap, ou t'as pas envie d'en écouter, ou t'as pas envie de recevoir un appel de quelqu'un qui te demande pourquoi t'as pas playlisté tel morceau, pourquoi tu l'as pas interviewé, tu vois. Et donc forcément, ça fausse un peu ta relation avec ta passion. C'est humain, hein. C'est pas comme il y a 15 ans, où c'était juste une passion, où j'écrivais un article quand je voulais le faire, où j'allais faire une interview quand je voulais le faire, et si je voulais rien faire pendant 1 mois parce que j'avais pas le temps ou pas envie, je faisais rien. Là, je peux pas le faire. Donc ça a changé, tu vois. Du coup, ce souhait de bouffer d'air dont tu as parlé un peu plus tôt, est-ce que tu estimes l'avoir trouvé ou est-ce que finalement c'est différent de ce à quoi tu aurais pu t'attendre? Ah non, au début, c'était incroyable. J'ai complètement trouvé ça parce qu'en fait, moi, vraiment, j'étais dans un boulot, un day-to-day, tu vois, où j'allais chez Generali, à Saint-Denis, tu vois, c'était mon job, faire un boulot que je comprenais pas, hein, tu vois. Vraiment, je comprenais rien à ce que je faisais. C'est même pas une vanne, tu vois. Et du jour au lendemain, je me retrouve dans un studio, tu vois, chez Dailymotion, à faire des vidéos et à interviewer des gens que je kiffe, tu vois. Donc, le soir, je pouvais sortir, je pouvais aller à des événements, à des concerts sans flipper du lendemain. Donc, ça, c'est une bouffée d'oxygène incroyable, tu vois. Et puis, tu commences à rencontrer des gens qui ont la même passion que toi. Enfin, ça, c'est incroyable au début. Et après, c'est plus pareil, encore une fois, parce que ce qui est au départ un truc de waouh, putain, c'est incroyable, c'est nouveau, après, ça devient ta vie. Et donc après, ça devient l'industrie, tu vois. Donc ça change un petit peu c'est plus une bouffée d'oxygène. Maintenant, parfois, c'est quand je sors du rap que je vais chercher de l'oxygène, ou de la musique globalement. Mais comme tout le monde, tu vois, genre à un moment, là, par exemple, en fin de saison dernière, j'avais vraiment envie de vacances, tu vois. J'avais envie de couper. Il y a 10 ans, je t'aurais pas dit ça. Et ça veut peut-être se dire, tu sais que c'est un moment de ta vie où peut-être qu'il faut du coup des nouveaux challenges, d'autres choses. C'est toute une réflexion que moi, je peux avoir en ce moment, mais en tout cas, au départ, la bouffée d'oxygène était réelle et importante. Et je pense, ça m'a sauvé professionnellement en tout cas, parce que dans ce que j'avais commencé à faire, je voyais pas vraiment d'évolution en fait, tu vois. C'est intéressant le lien que tu fais entre métier et passion, parce que je sais que si par exemple on prend l'exemple d'un journaliste de sport, il y en a qui sont initialement mordus de foot et qui à force d'en avoir fait un travail comme tu le dis, ont besoin de couper. Et je sais qu'il y a des journalistes de sport qui, pendant leur congé, vont décider d'arrêter de regarder toute compétition. Toi, comment tu coupes avec la musique? Je coupe pas trop, hein. Franchement, je coupe pas trop avec la musique. J'aimerais bien. Moi, je suis admiratif des gens qui coupent, tu vois. Et moi, j'arrive pas trop. Mais c'est vraiment, j'en parlais ce matin, j'aimerais bien être comme ça. Tu vois. Même par exemple, tu vois, pendant le Covid, c'est une période, tu sais, où plein de gens ont pris du temps pour eux, et ont coupé, et ont appris à faire avoir des jardins. Tu vois. Moi, j'écoutais juste des albums et je regardais des films, quoi. Tu vois, genre ma vie, elle a pas changé, à part que bon, j'étais chez moi comme tout le monde, mais j'ai un peu de mal à couper parce que je pense que j'aime trop ça. Même quand il y a un jour dans le mois où je me dis, ah, ça me casse les couilles. En fait, le lendemain matin, je me réveille, je me dis, mais c'est passé quoi, tu vois. Donc, j'ai un peu de mal à couper quand même. Même si avec le temps, en vrai, avec les années, non pas que la passion s'étiole, c'est pas du tout le cas, mais c'est juste que il y a d'autres choses dans ta vie. Enfin, moi, ça le fait d'être papa, je pense que ça change beaucoup, tu vois. Même si j'aime toujours autant le rap. Mais tu sais, les week-ends, je suis avec ma fille déjà. Je suis pas toute la journée à écouter des mixtapes comme avant. Le soir, je suis fatigué. Donc, tu vois, il y a quand même des choses qui ont changé. Mais j'ai quand même du mal à couper, tu vois, en vrai. Je suis pas. J'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien, mais j'ai encore un peu de mal avec ça. Quand tu dis avoir du mal à couper, c'est avoir du mal à couper avec le fait d'écouter de la musique ou carrément avec le fait de t'informer? Je pense, tout, même les mails, même, tu vois, genre. Il y a des gens vraiment qui coupent, c'est-à-dire qu'ils sont injoignables pendant 2 semaines ou 3 semaines. Moi, j'ai un peu de mal à faire ça. Parce que. Je
pas, il y a un truc de FOMO, je pense, ou de j'ai un peu besoin de savoir ce qui va se passer, etc. Donc, et puis j'ai un peu l'impression, c'est sûrement une erreur, mais couper, ça veut dire un peu s'en foutre dans ma tête. Ce qui est pas vrai, parce que ça peut faire du bien en vrai. Mais moi, j'ai un peu ça. Donc, je veux pas qu'on ait l'impression que je m'en foute. Est-ce que c'est pas aussi l'industrie qui veut ça? Est-ce que ça va pas tellement vite que se permettre 1 à 2 semaines de distance, c'est avoir un retard En vrai, si tu te permets 1 à 2 semaines de distance, t'as pas de retard, mais t'as peur d'avoir un retard, je pense. Je pense que c'est plus un truc entre toi et toi. Parce qu'en vrai, si tu rates 1 mois dans la vie du rap francophone, tu vas pas rater grand-chose, tu vois. Mais t'as l'impression, parce qu'il y a tellement des choses, mais je pense que ça dépasse le rap, on est tellement aujourd'hui abreuvé d'infos tout le temps, que genre si t'as pas ton téléphone pendant 3 heures, t'as l'impression d'avoir raté des trucs de ouf, alors que c'est pas le cas. Et s'il y a un truc de ouf qui s'est passé, tu seras au courant d'ailleurs, même sans téléphone, tu vois, tu seras au courant. Mais t'as cette impression-là, tu vois, et c'est pour ça qu'on est beaucoup à être un peu mal, tu vois, quand t'as plus ton téléphone, ou quand tu captes plus, ou quand t'es à l'étranger, est-ce qu'il y a un wifi, tu vois, c'est parce que c'est une peur d'être un peu déconnecté. Donc je pense que ça dépasse le cadre du rap, tu vois, c'est un truc de comment même nos cerveaux maintenant évoluent vis-à-vis de toutes ces sollicitations permanentes en fait. C'est un peu, je pense, plus que le rap, c'est un peu comment nous on est maintenant un peu assujettis à nos téléphones et à tout ce truc-là, quoi. T'as quand même dit tout à l'heure qu'en fin de saison dernière, t'as ressenti le besoin de couper. Ouais. Est-ce que ça t'arrive par moment d'être à un stade où tu te dis j'ai quand même besoin d'une pause? Ouais, bien sûr, ça m'arrive. Ça m'est arrivé cette saison en fait. Je pense que c'était vraiment la première année où je l'ai vraiment ressenti. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de tournages, juste un rythme un peu important. Et puis une année aussi, tu vois, qui a été une grosse année de remise en question, je pense, tu vois. Pourquoi? Mais quand ton travail il est exposé, il est exposé. Donc en fait, il est soumis à la critique de tout le monde. Et ça je l'ai appris, je l'ai compris très tôt, genre depuis 2014, où en fait, tu as des critiques, tu as aussi beaucoup de retours. C'est d'ailleurs même ça qui peut être dangereux, parce que tu as tellement, tu sais, au début, de retours positifs, que ça peut être un carburant, ça. Et ça, c'est un danger, parce qu'en fait, si tu te construis uniquement grâce à l'amour des autres, enfin, tu vois, c'est quand même bancal. Et je pense que cette année, ça a été l'année où il y a eu le plus de critiques sur mon travail, tu vois. Est-ce que tu les lis, ces critiques? Je les lis pas forcément, mais il y en a qui arrivent à moi, surtout quand elles sont publiques, ou tu vois, comme ça a été le cas cette année. Donc ouais, forcément, tu te poses des questions. Tu vois, tu dis, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que je mérite ça? Tu sais, c'est toujours... tu peux avoir 10 personnes qui disent que t'es le meilleur. Si t'as une personne qui dit que t'es la pire des merdes, les 10 autres personnes, elles existent plus, ce qui est quand même aberrant, mais c'est comme ça que souvent qu'on fonctionne, quoi. Donc ça a été vraiment une année où je me suis dit, bon, il faut peut-être faire une pause et réfléchir à qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que tu veux continuer comme ça, et parfois les haters, tu vois, mais qui sont qui n'ont pas forcément de haine, mais qui sont juste qui font des vannes, tu vois, et des fois faut pas prendre ça trop au sérieux, même si parfois c'est tentant, même si parfois ça peut toucher. Donc c'est tout ça en fait où je me suis dit, bon là, ouais, je pense que il faut juste que je fasse 1 mois, et c'est ce qui s'est passé, 1 mois où j'ai pas forcément fait de plan sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais juste faire une pause, tu vois, et ça m'a fait du bien. Tu parles beaucoup de cette année. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à tout ça? Ouais, complètement. Bah oui, il y a eu une interview. C'est la première année de 2024 où j'interviewe un artiste qui s'appelle Serran, qui est un jeune artiste, et ça a créé beaucoup de... je me suis fait attaquer quand même par Booba, c'est le point de départ, hein. Le point de départ c'est ça, hein. Je peux, ne pas être d'accord avec un de mes invités ou même mon travail, ça c'est un truc qui est pas nouveau, tu vois, genre c'est pas la première fois qu'on critique mon travail, mon choix d'invité, etc. Mais ça a créé, je pense, ça a cristallisé en tout cas des critiques et un truc du style... oui, Mehdi, il invite que certains artistes et pas d'autres. Sachant que ça, je pense, ça faisait un peu, ça faisait aussi écho à plein de débats qu'on avait sur la gentrification dans le rap français, etc. Sur qui sont derrière les médias, quelle est la volonté des médias. Et c'est plus ça qui m'a touché en réalité, c'est qu'on commence et que certaines personnes, pas tout le monde bien sûr, mais parlent de moi comme quelqu'un qui ne va parler que d'un seul type de rap et qui va vouloir faire complètement abstraction d'autres scènes de rap, alors qu'au contraire, j'ai toujours voulu parler de tous les types de rap, tu vois, justement. Depuis le début, depuis l'ABCDR jusqu'au code, en passant par la sauce et rap, j'ai toujours voulu aussi bien, parce que les gens oublient que dans la sauce, média créé par Booba, je recevais aussi bien Columbine que Ornette la Frappe.
tu vois. Enfin, j'ai même pas envie de me justifier là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que je le fais pas. J'ai pas voulu prendre la parole sur les réseaux. T'as jamais répondu à... Non, parce que j'ai pas. En fait, je pourrais. Hein, et c'est une manière de contrôler le narratif, ça. Tu vois, d'être là et de dire, mais vous avez tort parce que ça et ça. Moi, je suis assez naïf pour me dire que le travail, si tu regardes mon travail, tu sais que tu peux ne pas aimer mon travail. Ça, il n'y a pas de problème. Mais me faire ce procès-là, objectivement, c'est injuste si tu regardes mon travail depuis 10 piges en fait, et même depuis 4 ans chez Apple. Donc c'est plus ça, tu vois, parce que là, ce sont des questions qui dépassent le cadre de est-ce que tu es un bon ou un mauvais journaliste. Ça, en fait, des gens qui disent que je suis un mauvais journaliste, enfin, c'est pas nouveau, c'est déjà arrivé, c'est normal en fait, c'est normal que des gens n'apprécient pas. Tu sais, c'est même, je me souviens d'une interview que j'avais faite de Salif à l'époque, où il m'avait dit, quand j'ai vu comment je peux pas me voir la gueule de Kanye West, je comprends comment des gens peuvent me détester gratuitement, tu vois. Et moi, je me suis dit, est-ce qu'il y a des gens que je déteste gratuitement comme ça, sans les connaître ? Ouais, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Des fois, tu vois des gens à la télé, tu sais pas pourquoi, tu peux pas te les voir, tu vois. Ça arrive, c'est humain. Donc, je peux complètement accepter et reconnaître le fait que oui, des gens doivent avoir ça avec moi, c'est normal. Ils voient ta gueule une fois, ou ils la voient plusieurs fois, justement, ils en ont marre, tu vois. Ça, c'est humain. Mais me faire passer pour genre un gentrificateur de la culture, etc., c'est faux. Enfin, tu vois, j'ai toujours voulu essayer de dresser un panorama assez exhaustif dans le rap. Mais peut-être que quand tu fais ça, du coup, tu peux créer des frustrations parce que si tu veux être exhaustif, en fait, tu peux pas être exhaustif. Donc du coup, il y a des gens qui disent mais pourquoi il y a lui et nous on n'y est pas ? Alors qu'on fait peut-être plus d'écoute qu'eux, etc. Donc je pense que ça a créé des frustrations. Il y a aussi le fait qu'au bout d'un moment, tu sais, quand t'es entre guillemets exposé et qu'à un moment, et je dis pas que c'est le cas, mais beaucoup de gens m'ont vu comme genre le journaliste le plus influent dans le rap français, ce qui c'est même pas de la fausse humilité, je suis sûr que c'est faux, mais à partir du moment où on te présente comme ça et qu'on dit que tu es ça, et ben du coup t'es une cible fatalement, tu vois. Mais je pense que cette année-là, voilà, c'est ça qui a été un peu où je me suis dit bon, c'est quoi la suite, tu vois, genre what's next, tu vois, comme dit l'autre, c'est genre on va où maintenant, tu vois. Selon toi, pourquoi c'est cette polémique-là qui t'a fait comme ça re-questionner toute... Ben parce que ça a été... j'ai pas tout re-questionné en réalité, mais ça a été plus véhément que d'autres critiques. Parce qu'avant, il y avait des critiques, mais c'est du style ouais, Mehdi, il est un peu trop lisse en interview. Bon, pas le droit de penser ça, tu vois, c'est pas très grave en fait. Moi, j'ai mon style d'interview, si t'aimes pas mon style, tu vois, il y a d'autres choses à côté. Enfin, je veux dire, les critiques sont pas un problème pour moi. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que là, il y avait un truc qui touchait presque à mon amour de cette culture-là. Et à bout d'un moment, tu sais, moi, genre, le rap, c'est tellement important dans ma vie que si on commence à questionner, et de manière un peu nombreuse, et même de manière un peu véhémente, mon amour à cette culture-là, tu dis, bon, en fait... ça touche à des choses qui touchent vraiment, justement, tu vois. Donc c'est là où ça devient un truc un peu plus, pour moi en tout cas, problématique, où tu dis, bon, ils ont tort, j'aime le rap et j'aime ce truc-là énormément, mais si ils pensent ça, qu'est-ce que ça signifie, tu vois ? Quel mauvais message peut-être j'ai envoyé ? Est-ce que c'est juste eux qui ont mal compris ? Ou est-ce que c'est moi aussi qui me suis mal exprimé ? Enfin, tu sais, il y a toutes ces questions-là. J'essaye de me remettre en cause, tu vois. C'est pas uniquement la faute des autres qui sont méchants, c'est pas vrai. Donc... ou aussi, qu'est-ce qui fait que ça pose problème maintenant alors que ça posait pas problème avant, puisque mes choix éditoriaux ne sont pas nouveaux, tu vois. Donc c'est toutes ces questions-là, tu vois, je me suis beaucoup questionné aussi sur même l'état du rap et du public, des publics rap aujourd'hui. Et je pense que ça va aussi, tu sais, avec des questions même plus larges sur, tu sais, j'ai 38 ans, donc c'est juste des questions que tu te poses sur c'est quoi la suite dans ta vie, tu vois. Je pense que j'ai beaucoup d'amis de mon âge et ils font pas le même travail que moi. Il se pose aussi beaucoup de questions, tu vois, il y a un truc de... Tu sais, la fameuse crise de la quarantaine, tu vois, c'est un truc qui est pas forcément d'ailleurs négatif, genre c'est juste, moi, je vois que je me pose des questions que je me posais pas avant, parce que juste la vie avance, tu vois, et qu'il y a des nouveaux défis, de nouveaux challenges. Moi, à 30 ans, je me posais zéro question, vraiment aucune, c'était juste, let's go, on y va. À 25 ans, encore moins. J'avais des envies, des objectifs, mais je me posais pas de questions. Là, tu te poses des questions sur c'est quoi la suite, tu vois. Tu sais comment on dit crise de la quarantaine en anglais ? Midlife crisis. C'est terrifiant comme terme, tu vois. Genre, ça veut dire c'est la crise de la moitié de ta vie. Crise de la quarantaine, c'est mignon à côté, tu vois. Donc, il y a aussi ce truc-là de, bon, si c'est la moitié de ta vie, ok, t'as fait ça, cette moitié de ta vie, c'est cool, c'est quoi l'autre moitié, tu vois. C'est le moment de faire un bilan. Ouais, je pense, en tout cas, tu vois. En tout cas, moi, en tout cas, je le vois comme ça sur des vrais sujets qui dépassent même le cadre. Mais en tout cas, ça a fait écho à pas mal de questions que je me posais déjà sur un plan personnel depuis, une grosse année, on va dire.
Donc voilà, donc ça a été une année en tout cas qui a été riche en questionnements et ouais, clairement. On va y revenir sur toutes ces questions. Ouais. Tu as parlé d'exposition plusieurs fois, tu as dit que toute ta vie était exposée. Est-ce que ça a dépassé le cadre professionnel par moment, dans les attaques et les critiques que tu pouvais recevoir? Oui, ça a dépassé le cadre professionnel, complètement. Ça, mais pas trop en réalité, genre pas trop dans les critiques que j'ai reçues, etc. C'était vraiment focus sur moi, enfin ce qui m'a touché en tout cas, et ce qui était le plus véhément, c'est vraiment sur moi et mes intentions cachées derrière mon travail. Et ça m'a affecté, en vrai. Je te mentirais si je te disais que ça m'a pas affecté, ouais, clairement. J'ai bien compris que ça t'avait touché, oui, tu l'as dit par moment. Et du coup, toutes ces questions que tu t'es posées, tu y as répondu en un mois, c'est ça? Le mois de pause que tu as pris? Ouais, un petit peu, oui. Après, répondu, c'est pas uniquement en un mois, puisqu'en vrai, ça a commencé dès le mois de janvier, tu vois. Beaucoup de questionnements, beaucoup de qu'est-ce que je veux faire, tu vois. Pour tout te dire, à un moment, il y a un gros média mainstream qui voulait me débaucher là, cette année. Et ça a été un vrai questionnement aussi, tu vois, sur bon, ok, là, vous êtes fâché contre moi, peut-être je vais me barrer, tu vois. Peut-être qu'il faut que je me barre. Et ça a été un questionnement sur, tu vois, est-ce qu'il faut pas du coup que j'aille là-bas, du coup. Si ici on m'aime plus, je vais là-bas, tu vois. Et après, je me suis dit que c'était pas la bonne solution, que c'était une fuite, que c'était en plus un truc que je donnais peut-être trop d'importance au négatif, parce qu'il y avait quand même, au moment de janvier, le moment où on m'attaque de fou, là, début janvier, c'est le mois où je fais mon plus gros mois sur YouTube, tu vois. Donc, il faut mettre tout ça, tu sais, en perspective, exactement. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas être touché par ça, mais en tout cas, ça n'a pas affecté mon travail, en tout cas, le succès. Je mets des guillemets à succès parce que ça ne veut rien dire, mais tout est relatif, mais ça n'a pas affecté ça. Par contre, c'est vraiment plus sur moi et mon rapport à tout ça. Donc voilà, mais tout ça a participé à ces questions-là sur qu'est-ce que je veux faire, tu vois, où est-ce que j'ai envie d'être, tu vois, est-ce que moi j'ai encore envie de parler de rap? Aujourd'hui, oui, parce que j'ai envie de faire ça, mais tu vois, et si je veux plus dans 5 ans, est-ce qu'il ne faut pas préparer la suite dès maintenant? C'est toutes ces questions-là, tu vois, qui sont... Ça a été un détonateur, en fait, pour plein de choses, tout ça. Tu as parlé de te tourner vers un autre public. Ouais. Et tu as aussi parlé du fait d'aimer le rap et d'être un mordu de rap et d'avoir beaucoup donné donc, à cette culture. Est-ce que le fait d'être pointé du doigt en tant que gentrificateur, tu l'as pas un peu aussi vécu comme un rejet d'un univers auquel tu as tant donné? Ouais, en tout cas d'une partie du public, ouais, complètement. Je me suis jamais dit, putain, après tout ce que j'ai fait pour la culture, tu vois, j'ai jamais réfléchi comme ça, sincèrement. Par contre, c'est plus ce côté, bon, peut-être qu'à un moment, tu sais, tu sens, enfin, c'est même pas peut-être, j'ai senti qu'à un moment, il y avait plus de gens qui étaient pas accordés avec moi, tu vois. Et ça, c'est un moment où il faut dealer avec ça. C'est-à-dire que j'ai connu une époque où moi, quand sur Twitter, j'étais un champion du peuple, tu vois. Genre, je pouvais dire ce que je voulais, c'était cool, etc. Là, c'est plus le cas, vraiment plus le cas. Il faut être OK avec ça, avec ton évolution de carrière, aussi le moment où tu passes dans une autre case. Tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a des gens qui se disent « Ah, Mehdi, ouais, il est chez Apple, il est plus... » Des gens qui disent ça, il est plus avec nous, etc. Et en plus, si les gens ont beaucoup de fantasmes sur l'interview de Serran, on parle quand même d'un artiste indépendant, tu vois, qui est vraiment... C'est lui qui m'a envoyé un DM pour me dire est-ce que t'es chaud qu'on fasse un truc? Je lui ai répondu oui. Et il y a plein de gens qui se sont dit mais attends, si un mec comme ça qu'on connaît pas peut faire le code, c'est forcément qu'il y a quelqu'un derrière, il y a quelqu'un qui paye. Genre, Serran va payer Apple, tu vois, genre, ça marche pas. C'est absurde en fait, tu vois, vraiment. C'est-à-dire que si tu réfléchis, il est même pas signé en maison de disque. Et même, c'est comme tous les gens qui disent oui, là vous avez parlé d'SDM, c'est sûrement, Mehdi, t'as touché un chèque d'Universal. T'imagines vraiment comment en tant qu'employé d'Apple, je vais prendre un billet d'Universal. Genre, ça ne marche pas comme ça. Et il y a aussi beaucoup de fantasmes et de désinformation là-dessus. Genre non, tous mes choix éditoriaux dans le code, si tu les trouves éclatés, il n'y a qu'une personne à blâmer, c'est moi. Mais je pense que les gens aussi ont ce truc-là de « Ah ouais, Mehdi c'est un gros média rap maintenant, il prend de l'argent des marques. » Non, c'est pas vrai, je prends de l'argent que d'une marque, c'est Apple. Tu vois, effectivement, il me paye, je suis salarié. Mais c'est tout. Tu vois, il n'y a aucun label qui m'a payé pour que... Et sûrement pas pour payer pour Serran, tu vois, qui est signé nulle part. Donc, ouais, c'est ce moment-là, en fait, où tu comprends que tu fais plus l'unanimité. C'est tant est que tu l'as fait un jour, hein. En vrai tu l'as fait jamais, mais à un moment tu rentres dans une autre catégorie, tu vois, et où c'est plus fun de te vanner, où c'est, tu vois, et ça faut être ok avec ça. Si t'es pas ok avec ça, faut pas être sur les réseaux, en tout cas pas sur Twitter, parce que c'est trop violent. Et mentalement, toi, comment t'as dealé avec ça, cette cote de popularité qui peut
Bah, qui fluctue, ouais, en fait, il faut prendre la distance avec ça. Et je pense aussi que j'en prends parce que j'ai pas 20 ans. Non pas que quand t'as 20 ans, t'es forcément frais. Je pense qu'il y a des gens de 20 ans qui dealent archi bien avec la notoriété, qui sont archi forts, mais moi, en tout cas, je pense qu'à 20 ans, je l'aurais très mal vécu, tu vois. Aujourd'hui, j'ai pas la même âge, donc j'ai pas la même expérience de vie, entre guillemets, donc bon, que des gens m'aiment pas, c'est pas très grave, tu vois. Et, mais c'est vraiment ce côté, en même temps, quand t'es pointé du doigt comme un ennemi par certains, c'est là où c'est autre chose, tu vois. C'est là où tu vas dans une autre... ouais, c'est pas drôle, c'est pas juste des vannes, tu vois. Moi, de toute façon, ça faisait un moment que j'ai fait tout un travail de genre ne pas être, comment dire, trop tributaire du fake love, tu vois, de l'amour virtuel des gens, enfin fake love. Il y a des gens, je pense, qui sont sincères, mais en tout cas, c'est pas réel tout ça. Donc, j'ai essayé, ça fait un petit moment déjà que j'ai essayé moi de me désengager aussi bien de l'amour des gens sur Internet que de la haine, tu vois. Donc du coup, t'es moins affecté en fait. Je pense que, parce qu'en réalité, tout ce qu'on se dit là je te parle, je te dis ouais, je suis affecté, etc. Je suis affecté, c'est parce que je suis sur Internet. Et voilà, il y a aussi ce truc-là, à un moment de prendre de la distance avec tout ça. Autant j'arrive pas à couper avec l'effervescence de mon travail et du rap, autant avec les réseaux, ça a été important pour moi de le faire, tu vois, et du coup de prendre de la distance avec ça. Et sinon, de façon plus générale, la notoriété, le fait d'être reconnu, le fait d'avoir des personnes qui certainement se disent fans de toi, comment tu le vis? T'évolues là-dessus, en fait, vraiment en tout cas. Parce qu'au début, il n'y en a pas tant que ça, donc c'est marrant, tu vois. Tu vois, de voir des gens qui viennent t'arrêter dans la rue, qui prennent des photos, etc., qui disent « j'aime trop ton travail », ça fait du bien en vrai. Tu vois, dans des gens de la vraie vie qui disent « j'aime ton travail », ça fait trop du bien. Et moi, je crois que je me souviens vraiment des toutes premières personnes qui m'ont arrêté dans la rue pour me dire ça, des endroits où j'étais, c'était incroyable. Après, ça devient un peu impersonnel, tu sais. Des gens qui te le disent comme ça un peu machinalement, qui veulent juste prendre une photo ou un snap avec toi, sans même savoir vraiment ce que tu fais des fois. C'est un peu chelou. Et après, il y a un côté en fait où ça te... Comment dire, ça t'enferme un peu dans un personnage, dans le sens où il y a des gens qui sont fans de ce que tu es dans telle vidéo ou dans tel truc, et toi t'es un peu plus que ça, où en fait ils se disent ouais Mehdi, je sais pas moi, ils pensent que je suis tout le temps comme je suis dans l'interview, quand j'interviewe des artistes, mais des fois j'ai pas envie de parler de rap, tu vois. Ils t'essentialisent un peu dans un personnage de Mehdi le gentil intervieweur fan de rap et de Zidane et de Danny Dan, tu vois. Et du coup quand ils te voient, ils pensent que t'es tout le temps gentil, tout le temps de bonne humeur, tout le temps que t'as envie de parler de rap. Et du coup, c'est un peu étrange, tu vois. C'est pas grave, mais c'est un peu étrange. Ça peut créer des moments un peu déroutants, tu sais, et surtout parce que toi, tu n'es pas toujours cette personne-là. T'es pas toujours le mec qui interviewe des rappeurs, tu vois. C'est d'ailleurs ça, tu l'es globalement 2 heures dans la semaine, tu vois. Sinon, t'es quelqu'un d'autre. Enfin, c'est cette personne-là, mais tu sais, c'est quand tu fais une vidéo, t'es pas complètement toi-même. Et ça, c'est important, de le dire. C'est toi, mais c'est toi qui passes un oral. Il y a un filtre, fatalement, parce que t'es filmé. Et c'est pareil quand tu interviews. Donc ça, parfois, les gens qui t'aiment ou qui t'aiment pas, d'ailleurs, ils oublient ça. Mais voilà, mais après, moi, à mon niveau, c'est pas, comment dire, ça va, tu vois. Genre dans la rue, ça va, il n'y a pas d'émeute. Tout à l'heure, tu disais qu'il y a quand même eu un moment où tu t'es dit, le rap, est-ce que dans 5 ans, 10 ans, c'est toujours ce que je voudrais faire? Est-ce que tu as trouvé la réponse à cette question? Non, parce que j'ai toujours eu du mal à me projeter, moi. Sur 5, 10 ans, tu vois, si tu m'avais dit il y a 5 ans où tu veux être, j'aurais pas vraiment su. Je sais qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de faire. Il y a d'autres terrain que j'ai envie d'exploiter, mais le rap, moi j'aime toujours ça en fait, et je pense que j'aimerais toujours ça. Est-ce que j'aurais toujours envie de le traiter? Ça c'est autre chose, je sais pas. J'ai l'impression aussi, je veux pas faire le vieux con, mais dans le public, vis-à-vis des médias rap, on nous demande autre chose là. Il y a une envie de sang, tu vois. Alors qu'en fait, on demande aux médias d'être plus critiques. Je pense être celui qui a fait le plus d'émissions critiques dans le rap sur les dernières années. Mais quand je dis critique, c'est pas dire qu'un album il pue la merde ou que c'est une masterclass. Je parle de critique. La critique musicale, ça peut être nuancé, tu vois. Mais de No Fun jusqu'au Code Review aujourd'hui, en passant par la sauce, même si on n'était pas très critique dans la sauce, pour être honnête, il y a de la critique musicale. Le Code Review, là, on vient de faire une émission où on enregistre sur SDM et Tiakola. On est plutôt positif sur les deux projets, c'est vrai, parce qu'on en pense du bien, mais on a des critiques sur ces. Et pour moi, c'est ça la critique musicale, c'est. Ça peut être plusieurs choses, ça peut être donner des clés de compréhension aux gens sans se prendre pour plus prétentieux ou plus expert que les gens, mais en tout cas, on est censé, nous, avoir écouté de la musique depuis longtemps, donc parfois on va capter des choses externes, donc c'est essayer de raconter ce que les artistes expriment, et
j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est très dur d'avoir de la nuance. Genre vraiment, c'est un des trucs qui me semble le plus compliqué aujourd'hui, tu vois, en ligne, tu vois, avoir de la nuance. Parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, c'est vraiment faux. Et aujourd'hui, c'est très compliqué, je trouve, de faire entendre cette parole-là. Et j'ai l'impression que dans le rap, mais comme partout en réalité, mais le rap étant, voilà, un bon exemple. Ouais, un bon exemple, c'est compliqué. Du coup, quand tu essaies d'avoir une position nuancée, t'es soit un rageux, soit un suceur. La critique musicale, c'est pas juste dire ça pue la merde, tu vois. C'est pas juste dire tu sais pas rapper. C'est pas. Moi, j'ai pas envie de faire ça en fait. Et en plus, j'ai trop de respect pour les artistes. C'est vrai. Moi, je pense un des trucs que j'ai le plus regardé dans ma vie, c'est Les Yeux dans les Bleus, le documentaire de Stéphane Meunier sur la France 98, tu vois. Et dedans, t'as Aimé Jacquet, sélectionneur de l'équipe de France, qui dit, il critique un peu tout le monde et après il parle des attaquants. Parce qu'Aimé Jacquet, il jouait défenseur au milieu défensif, je crois. Et il dit aux attaquants, est-ce que vous m'avez déjà vu critiquer un attaquant ? Moi, j'étais incapable d'être un attaquant. Donc j'ai beaucoup de respect, d'admiration pour les attaquants. Moi j'ai un peu ça avec les artistes. Moi je suis pas du tout artiste. Donc les artistes, j'ai du respect et voire même une forme d'admiration. Je suis pas en train de dire que je suis fan de tous les gens que je reçois, c'est faux. Mais par contre le fait d'être artiste, je respecte trop ça. Donc quand je critique la musique d'un artiste, j'essaye d'y mettre de la nuance et pas juste de dire ça pue la merde. Quand un mec il a bossé pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans sur un projet, quelle horreur de voir quelqu'un arriver à minuit 30 dire ouais ça pue la merde, tu vois. Genre c'est pas ma vision de ce truc-là. Et comme aujourd'hui, les réseaux ça va très vite et ont pris une importance énorme, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu peux être média rap, et c'est pas une critique, en postant juste des reels sur Insta ou en faisant des tweets. Et donc, il faut aller vite. Et donc, cet avis nuancé un peu plus long, il a peut-être moins sa place que dans le passé. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que je serai encore là à faire ce que je fais dans 5 ans ? Peut-être pas. Peut-être qu'il y aura plus vraiment de place pour ça. Peut-être qu'on n'aura plus envie d'entendre ça, peut-être que j'aurai plus envie de le faire aussi. Donc je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, tu acceptes encore la rose et les épines. Ouais, complètement. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui ? Ça, pour moi, c'est un objectif de vie, ça. C'est trop bizarre de dire je suis heureux. Pourquoi ? Parce que t'es heureux à la fin. À la fin de quoi ? De ta vie. Tu fais le bilan, tu dis j'ai été heureux. En fait, genre être heureux maintenant, pour moi être heureux c'est un objectif, tu vois. C'est presque une finalité. C'est quoi ta définition d'être heureux justement ? Mais je vais avoir la même définition que tout le monde. C'est être en bonne santé, être avec les gens que j'aime et que les gens que j'aime soient là et vivre le plus longtemps possible. Je te demandais ça parce que du coup, est-ce que c'est pas déjà le cas ? Ouais, mais non, parce qu'en fait, moi je serais, comment dire, on fonctionne pas comme ça malheureusement. Ça, la réponse que je viens de te donner, c'est la réponse cliché qu'on donne tous, sauf qu'on fonctionne. Enfin, moi en tout cas, je fonctionne pas comme ça. J'ai toujours besoin d'autre chose. T'es jamais rassasié. Oui, aujourd'hui, j'ai les gens que j'aime autour. Clairement, ma fille, Dieu merci, elle a 3 ans, elle est en bonne santé, elle grandit bien, c'est cool et tout. Même si elle me casse les couilles des fois. Mais c'est un bonheur, tu vois. Mais c'est pas, ça suffit pas. On fonctionne pas comme ça. On a envie de plus, tu vois. En vrai, aujourd'hui, si tu m'avais dit il y a 20 ans, Mehdi, tu seras là où je suis aujourd'hui, professionnellement, amicalement, amoureusement, j'aurais dit mais c'est une directe. Sauf que là j'y suis et ça fait 1 heure qu'on parle et que je te dis que c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'on est toujours, tu vois, on est en quête. Ouais, en quête, exactement. Et je pense que ça finit pas ça. Et donc sauf quand tu atteins peut-être un certain âge et que tu deviens plus sage, peut-être moins, comment dire, moins en quête, moins avide de choses. Et peut-être que tu te satisfais davantage de ce que tu as. Moi, je me satisfais pas de ce que j'ai aujourd'hui. Et j'ai envie de plus, alors que je pourrais très bien te dire, franchement, c'est lourd là, tu vois. Et c'est aussi, je pense, t'es aussi parfois, comment dire, t'as envie t'as envie de plus, toujours. Pourquoi Mbappé est parti au Real ? Il était bien à Paris, franchement. Parce qu'il a envie de plus. Pourquoi il continue à rapper Orelsan ? Il a largement réalisé son rêve de gosse. Largement. Pourquoi Scorsese, il continue encore à faire des films incroyables ? Parce qu'il n'a pas fini de raconter son truc, tu vois. Je me compare pas à Scorsese, ni à Mbappé, ni à Orelsan. Hein. Mais je m'inspire des gens que j'admire, tu vois. T'es jamais vraiment... Tu vois, t'as des objectifs et en fait, une fois que t'as atteint un objectif, t'en veux un autre, tu vois. Et justement, toi, c'est quoi ton plus ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Franchement, c'est terrible parce que je vais te faire une réponse extrêmement cliché, mais mine de rien, c'est vraiment ça, comme qu'on y revient. Moi, je te jure que je suis très angoissé par la santé. Parce que moi, mes 2 parents sont morts de cancer, tu vois.
Et donc ça m'angoisse. Donc si je peux tout enlever et juste être sûr que moi et mes proches, on va vivre très longtemps, je vais signer directement pour ça. Je pense que c'est le truc qui m'angoisse le plus, tu vois, la santé. C'est pas forcément vouloir dire vivre longtemps, mais vivre suffisamment quand même pour être vieux, voir ma fille. Avant, je m'en foutais un peu, tu vois. C'est l'arrivée de ta fille qui t'a... Ouais. Enfin, j'étais déjà angoissé par ça, parce que mes parents, tu vois, j'avais déjà connu la maladie dans ma famille. Je veux dire, si on parle de mes parents, tu vois, donc c'est des gens proches. Mais tu vois, je me disais, bon, ben, il y a des chances que, tu vois, c'est des choses qui peuvent être héréditaires, etc. Donc, il y a des choses que je meurs relativement jeune et tout, et c'était pas très grave, tu vois. Enfin, c'est relou, mais c'est pas très grave, tu vois. Relou de mourir, mais tu vois. Voilà. Tu vois. Mais quand t'as une fille ou un enfant, enfin, après chacun a son truc, mais en tout cas, depuis l'arrivée de ma fille, ouais, j'ai pas envie de partir à 50 ans, tu vois. Et en fait, tu vois, ce truc de, tu sais, quand tu souhaites la bonne année, tu dis, ouais, et puis la santé surtout, tu vois. Ça casse les couilles quand t'es petit que les gens disent ça, moi je voulais déjouer. Et en fait, je le comprends beaucoup maintenant, tu vois. Je dirais ça. Après, le reste, tu vois, je pense, pour répondre à ta question peut-être un peu plus de manière pragmatique, mais ouais, après, c'est surtout le côté réussir à être encore galvanisé, je pense, et garder la curiosité. Moi, je pense être encore curieux de trucs, et j'espère que je resterai curieux. Parce que le jour où t'es plus curieux, t'as moins envie de découvrir, t'as moins envie d'apprendre, et donc tu te contentes de ce que tu sais, tu vois. Je me souviens d'une interview d'Alexandre Astier qui disait, à mon âge, je sais plus quel âge il avait, il était plus âgé que moi aujourd'hui, mais il disait, à mon âge, on n'a plus de défauts. Et donc, ça veut dire, en gros, tu vois, il est dans une forme finale de sa personnalité et on ne se refait plus. Et ben, j'espère qu'il a tort, tu vois, et qu'en fait, c'est les défauts qu'on a, on peut pas forcément les gommer, mais en tout cas les faire évoluer. Et j'espère qu'on peut être en évolution constante. C'est dur, c'est archi dur d'évoluer et de se faire violence, mais j'espère que je réussirai à évoluer en tant que personne, tu vois, et ça peut être sur plein de choses, sur des convictions que tu peux avoir, et un jour tu dis, en fait non, c'est pas les bonnes, tu vois, donc voilà, je pense que ça, après le reste, c'est moins important, je pense. On te souhaite de rester curieux, de rester en bonne santé, ouais, surtout, et de continuer à évoluer. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Avec plaisir.